Bonsoir à tous. On va commencer pour essayer de rester dans le timing. Donc merci d'être présents ce soir. Donc on a notre deuxième conférencier. Donc là en l'occurrence une conférencière dans le cadre des conférences du cycle du Master EOPS et Master APAS. Donc là on a la chance d'accueillir Monique Mendelssohn. Qui est maître de conférence à Grenoble. Je la laisserai ensuite se présenter, donc est spécialiste sommeil et activité physique. Donc on se connaît depuis longtemps avec Monique quand j'étais en postdoc à Grenoble en 2012. Toi, tu étais en thèse, c'est ça? Voilà. Donc ça fait très plaisir de pouvoir l'accueillir. Elle va se présenter de la meilleure manière possible et on va être très content de l'entendre parler du sommeil. Donc vous verrez, elle va vous parler de santé, mais elle va aussi vous parler de performance, hein. C'était un petit peu l'objectif parce qu'évidemment le sommeil est important pour les deux composantes. Bon, j'espère que vous serez bien attentifs à cette présentation qui va durer à peu près 45 à peu près, dans ces eaux-là. Et puis après, comme la dernière fois pour ceux qui étaient présents, on passera aux questions. Merci Monique. Tu prends celui-là ? Ouais, tu peux faire celui-là. Merci Mathieu, bonsoir à tous. J'ai pas grand-chose. Je suis effectivement maître de conférence à Grenoble. Je fais partie d'un laboratoire de recherche qui s'appelle hypoxie-physiopathologie. Donc on travaille effectivement en partie sur le sommeil, aussi sur l'activité physique et beaucoup sur une pathologie du sommeil en particulier qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Mais je ne vais pas beaucoup en parler ce soir. Ce soir, l'idée, c'était de me focaliser sur le sommeil au sens large, comme Mathieu l'a bien dit, comme un pilier de santé mais aussi de performance. Donc pour poser un petit peu le contexte, on passe un tiers de notre vie à dormir. Chez les adultes, la durée de sommeil recommandée, on reviendra un peu plus tard sur les recommandations, mais c'est entre 7 et 9 heures. Et on sait qu'un cinquième des adultes dorment moins de 6 heures, donc sont assez loin de ces recommandations. Donc ça pose un petit peu le contexte dans lequel on va avancer. Et puis le plan de la présentation en très bref, on va quand même définir le sommeil avant d'avancer trop, pour qu'on parle de la même chose. On va parler des données scientifiques qui appuient le lien qui existe entre sommeil et santé. Et on va parler de comment on l'évalue le sommeil assez rapidement, pour ensuite parler de sommeil performance et pour finir sur des recommandations pratiques et comment, les recommandations pratiques de sommeil et aussi des règles d'or un petit peu pour optimiser son hygiène de sommeil. Donc pour commencer, le sommeil, qu'est-ce que c'est ? C'est un état physiologique, périodique, réversible, qui est caractérisé par une diminution de l'état de conscience et une limitation des processus perceptuels. C'est un processus qui est actif, malgré le fait qu'on imagine que c'est plutôt passif, le sommeil. Ça se passe plutôt en position assise ou en déclive. C'est très rare le sommeil en position debout, mais il y a des cas sur des épreuves d'ultra-marathon où des sportifs vont rapporter des épisodes de sommeil en étant debout, mais c'est très difficile de mesurer. On ferme les yeux normalement et il y a des manifestations physiologiques cérébrales, métaboliques, cardiovasculaires qui sont propres. Alors comment est-ce que le sommeil s'organise ou plutôt quels sont les 3 états de vigilance qui caractérisent ce que ressent l'être humain? On a la veille, normalement vous êtes tous éveillés en ce moment. Il y a le sommeil lent qui se sous-divise en sommeil lent, léger, lent en stade N1 et N2 et le sommeil profond, le stade 3. Et le sommeil paradoxal, ou REM, qui veut dire Rapid Eye Movement. Et ce sont donc des états, des périodes de sommeil qui sont mutuellement exclusifs. Lorsqu'on est dans un stade de sommeil, on ne peut pas être dans l'autre. Et cette bascule entre la veille et les différents stades de sommeil va résulter de l'activation et de l'inhibition de réseaux neuronaux spécifiques. Ça, on ne va pas trop rentrer dans ce détail-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil s'organise de manière cyclique. Au cours d'une nuit, on va répéter plusieurs cycles de sommeil. Un cycle va durer entre 60 et 120 minutes chez l'adulte jeune d'âge moyen, l'adulte jeune et l'adulte d'âge moyen. On a une grande variabilité interindividuelle, ça c'est important. Notre sommeil est très différent d'un individu à l'autre.
Et un cycle de sommeil, c'est toujours un enchaînement des 3 stades, enfin des 4 stades qu'on a vus, le stade 1, le stade 2, le stade 3, qui est le sommeil profond, et le sommeil paradoxal. Et cette répartition dans les différents stades va être variable en fonction au cours de la nuit. En première partie de la nuit, on va cumuler plus de sommeil lent profond, et en deuxième partie de nuit, on va cumuler plus de sommeil paradoxal. Et ça, c'est important à comprendre, puisque lorsqu'on va être en privation de sommeil, on va forcément venir rogner sur différents stades de sommeil qui ont chacune leur importance dans différentes fonctions physiologiques. On a des normes, des valeurs normatives pour l'adulte notamment. Alors, je vais beaucoup parler de l'adulte aujourd'hui, je vais pas trop parler de l'enfant, mais quelques petits clins d'œil au sommeil de l'enfant, mais plutôt focalisé sur l'adulte. On dit qu'une latence d'endormissement, ce qui est le temps qu'on met pour s'endormir le soir, la valeur normale, c'est moins de 30 minutes. L'efficacité de sommeil, qui est le temps de sommeil total, combien de temps on dort par rapport à combien de temps on passe au lit en train d'essayer de dormir. Ce rapport doit être supérieur à 95%. Et le temps de veille, c'est-à-dire combien de temps on est réveillé au cours de la nuit, doit représenter moins de 5% de notre sommeil. Ensuite, les différents stades ont une répartition en pourcentage au cours de la nuit, notamment le sommeil profond doit représenter à peu près 20% de la nuit, le sommeil paradoxal entre 20 et 25%. Le sommeil, c'est un processus homéostatique qui évolue au cours de la vie. Donc, on ne va pas beaucoup parler de l'enfant, mais le sommeil de l'enfant est clairement très différent du sommeil de l'adulte. Et le sommeil va être très important dans différentes fonctions physiologiques. La croissance, avec notamment une sécrétion de l'hormone de croissance qui se passe au cours du sommeil, de métabolisme, avec des mécanismes de régulation de la glycémie qui se font également pendant le sommeil. Pour l'apprentissage, on sait qu'il y a toute sur la mémorisation et la consolidation de la mémoire qui nécessite un sommeil suffisant et de qualité. Sur la santé mentale, et on y reviendra aussi, et sur le système immunitaire. Donc tout ça pour dire que le sommeil, c'est clairement un déterminant de santé. Et on va parler maintenant un petit peu de cette relation entre sommeil et santé. Alors aux États-Unis, il y a la Société américaine de cardiologie qui a publié ce qu'on appelle des métriques en lien avec la santé cardiovasculaire qu'ils ont nommé Life Simple 7. Donc si vous regardez les petits pictogrammes, vous voyez l'alimentation, l'activité physique, le maintien d'un poids dit de santé, éviter le tabac, etc. Et en 2023, ces 7 métriques ont été mises à jour et le sommeil a été rajouté comme composante de la santé cardiovasculaire. Donc ça, c'était un moment un peu phare de retrouver ce rôle du sommeil comme une composante phare de la santé cardiovasculaire. Et à l'époque, en 2023, ce que les experts ont mis en avant comme composante du sommeil à évaluer, c'était la durée de sommeil. Donc on va voir que le sommeil, c'est pas que la durée, mais déjà de reconnaître la durée de sommeil comme une composante de la santé cardiovasculaire, c'était déjà un grand pas en avant pour la reconnaissance du sommeil comme une composante de la santé cardiovasculaire. Alors en France, c'est le cas aussi. Vous savez que cette année, on est en 2025, c'est la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Et dans le cadre de cette grande cause nationale, cet été, il y a eu la publication d'une feuille de route interministérielle en faveur d'un sommeil de qualité. Donc cette feuille de route interministérielle venait se caler sur la grande cause nationale de la santé mentale, du fait de ce lien qui existe entre sommeil et santé mentale. Et dans leur document qu'ils ont publié, ils ont mis en avant les chiffres clés importants. Donc vous allez retrouver un Français sur 5 qui dort moins de 6 heures par nuit. Vous avez que les Français dorment environ 7 heures par nuit. Ça, c'est du déclaratif sur du sondage. Et des chiffres assez, on va dire, effrayants sur le sommeil des enfants et des adolescents, avec 70% des adolescents qui manquent de sommeil. Alors, pour revenir à ces recommandations de sommeil, on l'a dit tout à l'heure, c'est 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour les adultes. Pour les adolescents, c'est 8 à 10 heures. Et après, vous avez, en fonction de l'âge, les recommandations qui varient. Donc, ce qui va être en bleu, donc là, vous avez les adultes jeunes, donc vous êtes plutôt des jeunes adultes. Les recommandations, c'est entre 7 et 9 heures. Et ce qui est au-dessus et en dessous, c'est chez certains, 6 heures, ça peut être suffisant pour les petits dormeurs. Et chez d'autres, les gros dormeurs,
la recommandation, enfin ce qui va être nécessaire pour ces personnes, ça peut être jusqu'à 10 à 11 heures de sommeil par nuit. Alors au Canada, ils proposent leurs recommandations de sommeil un peu différemment. Eux, c'est dans un continuum de mouvement sur 24 heures. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on va retrouver à la fois les recommandations d'activité physique, de comportement sédentaire, mais aussi de sommeil qui viennent se caler, puisqu'on sait que tous ces comportements sont liés sur 24 heures. Donc une diminution de la durée de sommeil, ça va forcément impacter le déplacement de nos comportements, soit en comportement sédentaire, soit en activité physique. Alors, l'impact de la durée de sommeil sur la santé, ça c'est des grosses études, des méta-analyses d'études de cohorte qui représentent des millions de personnes, où on retrouve de manière systématique une courbe en courbe de J, en forme de J, où on a une augmentation de la mortalité chez les personnes qui vont dormir trop peu, mais aussi chez ceux qui dorment trop. Alors là, on va voir ici, là c'était sur le risque cardiovasculaire, ici c'est sur la mortalité toute cause. Alors dormir pas assez, ça augmente le risque de mortalité, de risque cardiovasculaire, et trop dormir, ça peut aussi l'augmenter. Alors pour ceux qui dorment un petit peu, qui sont des gros dormeurs, vous pouvez vous rassurer, souvent ce qui va être un facteur confondant chez ces gros dormeurs, c'est que ça va masquer d'autres troubles du sommeil ou d'autres problèmes de santé mentale aussi, qui vont faire que ces personnes vont avoir des durées de sommeil très importantes. Donc si vous dormez 10 heures et vous dites « Oula, moi j'aime bien dormir 10 heures, c'est pas bien », ça dépend quel est votre état de santé général. Dormir pas assez, alors l'idée c'était pas trop de parler du lien sommeil-activité physique, pas trop, mais quand même c'est important de le dire, dormir pas assez, ça va aussi impacter les niveaux d'activité physique. On sait qu'il y a une relation entre une altération du sommeil, de la durée de sommeil, et les niveaux d'activité physique sur des études de cohorte au niveau populationnel, et des études intéressantes, plutôt expérimentales, où là vous avez une étude où il y avait deux conditions. Une condition où les personnes étaient en restriction de sommeil, dormaient 5-6 heures, et une condition où pendant une semaine ils devaient bien dormir, donc plutôt 8 à 9 heures, et on regardait le niveau d'activité physique par heure sur une semaine. Et là, vous voyez, lorsqu'on est privé de sommeil, on bouge un peu moins. Et si vous avez déjà fait le constat chez vous-même, quand on est un peu fatigué, quand on n'a pas bien dormi, eh ben forcément, on a un peu moins tendance à être actif au quotidien. Alors, la durée de sommeil, c'est important, mais la régularité aussi, elle est importante. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régularité ? La régularité de sommeil, c'est d'avoir la même heure de coucher et de lever, enfin, en tout cas, une heure de coucher et de lever la plus proche possible d'un jour à l'autre. Et ça, c'était un article qui a fait qui a fait un peu le buzz en 2023, enfin, le buzz chez les chercheurs. Tout le monde s'est enflammé. C'était même l'article le plus cité de cette revue en 2023, puisqu'ils ont montré sur encore une fois, une grande cohorte, donc plus de 60 000 personnes, avec un suivi sur 8 ans, que finalement, c'était la régularité de sommeil qui prédisait plus le risque de mortalité que la durée de sommeil. C'est-à-dire que d'avoir des horaires de coucher et de lever complètement, on va dire, irréguliers, c'était moins bien, c'était pire, ça avait un impact plus important sur la mortalité que de dormir pas assez. Donc ça, c'était important. Et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on va en parler brièvement de la chronodisruption. Alors, pour vous les étudiants, j'ai trouvé ce papier que j'ai trouvé intéressant sur la régularité de sommeil. Enfin, vous n'êtes pas que les étudiants, mais il y en a quand même un certain nombre. Régularité de sommeil et performance académique. Et là encore, ils ont regardé, ils ont catégorisé les étudiants universitaires en fonction de leur sommeil. Donc là, c'est des résultats d'actimétrie sur la nuit. Là, par exemple, vous avez un dormeur régulier qui dort beaucoup. Donc là, vous voyez des grands traits qui sont bien avec à peu près la même heure. Donc ça, c'est l'heure de coucher, l'heure de lever. Là, vous avez quelqu'un qui dort de manière régulière, mais pas beaucoup, parce qu'on est sur des durées plus courtes. Et là, vous avez les irréguliers. Donc les irréguliers qui dorment beaucoup et les irréguliers qui dorment pas beaucoup. Et là, ils ont montré qu'avoir un sommeil irrégulier, ça avait un impact plus fort sur la performance académique que la durée de sommeil. Donc, encore une fois, cette régularité des rythmes veille-sommeil va être un facteur important de performance, là pour le coup académique, de santé. Et on verra aussi sur le sportif.
Alors ce lien sommeil et santé circadienne, enfin cette importance d'étude là sur l'importance de la régularité de sommeil et la santé vient de finalement ce lien entre avoir un sommeil irrégulier et ce qui va entraîner une perturbation de nos rythmes circadiens. Donc on va avoir un désalignement circadien où notre horloge biologique elle est en décalage avec l'environnement et ça va avoir une panoplie d'effets plutôt délétères sur la santé cardio-métabolique et donc augmenter notre risque cardio-métabolique. Donc quand on parle de sommeil, de santé du sommeil, on va parler de la durée, mais on parle aussi de la régularité. Alors le sommeil, comment est-ce qu'on l'évalue ? L'examen de référence, c'est un examen qui se passe plutôt en laboratoire de sommeil, donc dans un contexte clinique, qui s'appelle la polysomnographie. Donc là, vous voyez un bonhomme qui est bien équipé, qui va avoir un certain nombre de capteurs au niveau de la tête, collés sur la tête, pour mesurer l'électroencéphalogramme. Sur les yeux aussi, l'électro-oculogramme, des paramètres respiratoires, cardiaques, moteurs, etc. Et c'est un examen qui est assez conséquent, qui est plutôt à visée diagnostique et qui évidemment a des limites sur le fait que ça va être assez coûteux. Alors souvent c'est fait dans un environnement artificiel, mais il y a aussi ce qu'on appelle des polygraphies ambulatoires, donc on équipe les personnes et elles dorment à la maison. Une autre limite, c'est une seule nuit. Donc quand on parle de variabilité, si on a une seule nuit de sommeil, on n'aura pas d'idée sur les rythmes de sommeil des individus. Et il y a peu de transférabilité. Et pour ceux qui je ne sais pas si vous avez des labos de sommeil à Toulon, mais en tout cas à Grenoble, typiquement avoir rendez-vous pour une polysomnographie, les délais d'attente pour quelqu'un qui demande un rendez-vous, c'est à peu près 1 an. Donc c'est pas des examens qui sont très accessibles. Et c'est plutôt à visée diagnostique. Donc on va chercher des outils, en tout cas dans la recherche, on cherche de plus en plus des outils où on va avoir de la possibilité d'avoir de la mesure multinuit. Donc pour revenir sur cette variabilité, effectivement, d'avoir une donnée sur la durée moyenne de sommeil d'un individu, c'est bien. Mais quand on sait qu'il existe une grande variabilité internuit, donc là vous avez des durées de sommeil et 3 athlètes différents qui ont une moyenne relativement similaire, mais quand on regarde les différences entre les individus, vous voyez que la variabilité elle est assez importante. Et donc on va utiliser des outils qui vont permettre de mesurer cette variabilité. Donc on passe sur des outils comme l'actimétrie, que certains d'entre vous devez connaître, qui va être un outil qui va mesurer le mouvement via un accéléromètre triaxial dans le bracelet. Donc c'est plutôt porté au poignet pour une mesure pour le sommeil. Et qui va du coup, via des algorithmes, on va dire estimer le sommeil à partir du mouvement ou plutôt à partir de l'absence de mouvement. Et donc on va pouvoir, à partir de mesures d'actimétrie, avoir un temps de sommeil total, avoir une qualité de sommeil, avoir des informations sur le temps d'éveil intra-sommeil et voilà, et avec cet avantage d'avoir une évaluation multinuit. Donc ça c'est un tracé qu'on obtient avec ces outils. Après, la limite, c'est que ça va nécessiter une certaine expertise d'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser si on ne fait pas de la recherche, mais qu'on veut quand même avoir un peu d'informations sur les rythmes veille-sommeil ? Si vous avez un petit peu d'argent pour faire des photocopies, vous avez quelque chose qui s'appelle un agenda de sommeil et qui va donner quand même une information assez importante, assez précise sur les heures de coucher et de lever, sur les siestes que font les personnes en journée. Et là, vous pouvez avoir un remplissage d'un agenda de sommeil sur 14 jours qui permet d'avoir une vision des rythmes veille-sommeil assez macro, mais qui est pas trop mal lorsqu'on compare, par exemple, chez des rugbyman, le remplissage de l'agenda de sommeil par rapport à une mesure d'actimétrie. Il y a globalement une surestimation de la durée de sommeil avec l'agenda de sommeil, mais on est assez proche sur la durée de sommeil entre les deux. Donc là, vous êtes à 6h56 en moyenne versus 7h16 pour le sommeil perçu par l'agenda de sommeil. Alors, lorsque vous connaissez sans doute, enfin, vous avez sans doute des objets connectés, j'imagine, tous, qui mesurent maintenant tous le sommeil. Au début, les objets connectés, c'était plutôt, enfin, les montres connectées, les Garmin, etc., c'était plutôt pour l'activité physique. Et assez rapidement, les fabricants se sont rendus compte que les gens, ils portaient ces outils la nuit. Enfin, ils portaient les montres la nuit. Et de plus en plus, ont implémenté des algorithmes de prédiction, de calcul du sommeil. Et maintenant, il en existe un certain nombre. Donc là, ça va de la Bagura
à des montres connectées, au bracelet Whoop, et à d'autres outils comme ce qu'on voit ici, qui est un objet connecté chez WeThings, qui est une marque française, qui s'appelle un Sleep Analyzer. Donc c'est un petit tapis qu'on met sous le matelas et qui va mesurer le sommeil via les mouvements respiratoires, via un espèce de matelas pneumatique intégré dedans. Je vais revoir. Une petite pause. Donc forcément, ces outils ont des forces. Ça permet clairement sur l'accessibilité, c'est beaucoup moins coûteux que l'examen de référence, que l'actimétrie aussi. Ça permet de la mesure multinuit et généralement les personnes portent leur montre tout le temps, en continu et toute la nuit. Et pour le sportif, mais pas que, aussi pour les personnes dans la population générale, ça permet une interaction avec son entourage, ou en tout cas avec soi-même, si c'est pour soi-même, sur les habitudes de sommeil. Alors les limites, évidemment, c'est que la validation d'un outil pour mesurer le sommeil va dépendre de l'outil lui-même, et chaque fabricant, Garmin, Polar, etc., ont des algorithmes qui sont propriétaires et qui sont privés et qui ne sont pas communiqués, et qui vont calculer différemment d'un outil à l'autre, d'une montre à l'autre, d'un modèle à l'autre, le sommeil. Donc il y a des études de validation qui sortent régulièrement, mais comme les montres, les modèles changent aussi vite, plus vite que le temps de faire une étude de validation, il y a peu d'études de validation sur les derniers modèles, et il y a de plus en plus de capteurs, souvent c'est des capteurs PPG, de photoplétismo, donc avec de plus en plus de capteurs à chaque fois. Donc c'est assez difficile de savoir un modèle de montre, quelle est sa validité. Alors pour certains, ça on va y revenir quand on va parler du sportif, ça peut augmenter l'anxiété en lien avec le sommeil. Et donc ce feedback immédiat peut avoir potentiellement un impact négatif sur la performance. Alors pour vous donner un exemple, vous avez une étude ici qui était réalisée chez des personnes qui souffrent d'insomnie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont voulu voir quel était l'impact du message que pouvait donner un objet connecté sur la forme générale, sur l'humeur, sur la sensation de fatigue et de somnolence en journée. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu deux conditions. Une condition positive et une condition négative. Donc, c'était fait en laboratoire de sommeil. Donc, on avait un enregistrement de sommeil des individus. Et globalement, les 2 nuits étaient très similaires d'un point de vue de qualité de sommeil, de durée, etc. La seule différence, c'était qu'au matin, donc ils avaient un objet connecté, une montre connectée, on manipulait le message qui était délivré aux individus. Il y avait un matin où ils avaient un message positif. Bravo, très bonne nuit, sommeil profond, excellente efficacité, plus de 80%, plus de 90%, etc. Et un deuxième jour, au matin, au réveil, ils avaient un message négatif, mauvaise qualité de sommeil, etc. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ça a affecté sur des mesures subjectives de vigilance, de somnolence et de fatigue. Donc le simple fait de manipuler ce que donne le message, le message de la montre, pouvait altérer ces aspects-là. Donc ceux qui ont des montres connectées, qui ont déjà regardé, qui suivent leur sommeil, des fois quand on se lève le matin et la montre nous dit qu'on n'a pas bien dormi, on se dit pourtant j'ai l'impression d'avoir bien dormi. Ou alors, pour certains qui peuvent être peut-être un peu plus on va dire, légèrement obsédés avec leur sommeil, ou qui sont en quête d'un sommeil parfait. Donc il y a même un nouveau terme qui définit ce que c'est, ça s'appelle l'orthosomnie, qui est globalement défini par la quête d'un sommeil parfait, de vouloir tout contrôler pour que notre sommeil soit idéal, parce qu'on sait à quel point c'est important pour la santé, la performance académique. Ce soir, vous allez sûrement vous coucher et vous dire je vais faire en sorte de vraiment passer une bonne nuit parce que j'ai vu que c'était important. Et quand ça devient un petit peu quand ça prend trop de place, ça peut être problématique. Et chez les sportifs, en tout cas, il y a des populations qui sont plus ou moins, on va dire, à risque de développer de l'orthosomnie. Alors maintenant, on va parler de sommeil et performance. On va passer sur la performance sportive. Donc là, comme je pense que je suis un peu convaincante, mais il y a quand même d'autres personnes qui sont légèrement plus convaincantes que moi sur l'importance du sommeil pour la performance. Typiquement, notre ami Léon Marchand, qui en 2024, a dit la première médaille
Et celle qui m'a fait le plus plaisir, la plus difficile, c'était les 200 mètres papillons, etc., qui confie avoir dormi 11 heures hier soir. Et puis dans d'autres entretiens, il a déjà parlé de l'importance du sommeil dans sa préparation physique, dans sa récupération. LeBron James aussi, Roger Federer aussi. Et il y en a d'autres, il y en a plein. Je ne parlerai pas de Ronaldo qui, lui, parle pour ceux qui connaissent souvent, j'ai cette question, hein, qui dort que par petits bouts. Souvent, il parle de ça, hein, il dort que par petites siestes tout au long de la journée, voilà, du sommeil phasique, ce qui n'est pas forcément à recommander, mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. Voilà, donc le sommeil, c'est important pour la performance. Alors, il existe une relation bidirectionnelle bien définie entre sommeil et activité physique et pratique sportive. Donc là, c'est les résultats d'une revue systématique et méta-analyse sur la relation entre activité physique et sommeil. Et on sait que l'activité physique a des bénéfices sur la quantité, la qualité de sommeil. Mais qu'en est-il des sportifs de haut niveau où là, on sait qu'il va y avoir des demandes physiologiques, psychologiques élevées liées à leur pratique sportive, une charge d'entraînement importante, de la pression, des contraintes et plein d'autres facteurs qui sont globalement résumés ici, hein, qui vont venir perturber leur sommeil. Donc là, c'est une figure sur le sommeil de l'athlète, hein, du sportif, où vous avez en vert autour les facteurs non liés à la pratique sportive qui peuvent perturber le sommeil. Donc on va trouver les engagements familiaux, les caractéristiques individuelles, les attitudes et croyances, etc. Et ensuite, en bleu ici, les facteurs liés à la pratique sportive qui vont se surrajouter à ce qui va déjà potentiellement perturber leur sommeil, mais qui sont liés à leur pratique sportive. Donc la charge d'entraînement, l'effet nuit précédant la compétition, les entraînements matinaux, les compétitions nocturnes, l'environnement de sommeil inhabituel, donc de devoir dormir à l'hôtel avant une compétition, etc. Et tout ce qui va être voyage long courrier et voilà, récupération du décalage horaire. Alors le sommeil du sportif, quels sont leurs besoins par rapport à ce qu'ils dorment réellement. Donc ça, c'était une étude intéressante où des athlètes de 12 sports différents, donc que vous voyez ici, ont fait une mesure de sommeil par actimétrie. Donc on a une mesure de leur durée de sommeil moyenne et on leur a demandé quel serait que pensez-vous être vos besoins de sommeil par nuit. Et là, vous voyez, c'est ce que vous voyez à gauche ici. Donc ils penseraient avoir besoin de à peu près 7h30 de sommeil par nuit, alors qu'en réalité, ils dorment en moyenne moins de 7 heures, 6,7 heures par nuit. Et donc, c'est bien inférieur probablement aux besoins. Et ça, on le retrouve de manière assez systématique. Dans toutes les études qui mesurent la durée de sommeil moyenne des sportifs, on est en dessous des 7 heures, souvent. Et pourquoi c'est problématique pour le sportif de dormir moins de 7 heures ? Eh bien, il y a premièrement le risque de blessure. Donc ça, c'est une étude chez des adolescents où on voit une altération de la quantité de sommeil, donc la durée de sommeil, qui va augmenter le risque de blessure. Donc ici, les jeunes adolescents sportifs qui dormaient moins de 8 heures par nuit avaient 1,7 fois plus de chances de se blesser que ceux qui dormaient plus de 8 heures par nuit. Et ça va être lié à cette privation de sommeil chronique qui va diminuer les capacités attentionnelles, la composante psycho-affective, les paramètres de récupération musculo-squelettique, et tout ça, ça va entraîner une augmentation de risque de blessure. Et là, plus récemment, une étude publiée il y a quelques semaines chez des coureurs à pied, suivis sur 1 an, a permis de mettre en évidence qu'une altération de la qualité de sommeil était liée à une augmentation du risque de blessure chez des coureurs à pied. Donc globalement, des preuves qui vont plutôt dans le sens que dormir pas assez, ça va augmenter le risque de blessure. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est privé de sommeil ? L'impact de la privation de sommeil sur la performance, elle est bien démontrée. Là, encore une méta-analyse sur le sujet, qui s'est intéressée finalement, parce que quand on dit privation de sommeil, il y a la nuit blanche, la privation totale de sommeil, on ne dort pas de la nuit. Et ensuite, on va aussi parler de privation de sommeil lorsque on va se coucher très très tard et dormir pas beaucoup, ou alors lorsqu'on va se coucher normalement, et on va se lever au milieu de la nuit, et donc avoir une durée de sommeil qui est raccourcie. Et ou, un sommeil fragmenté, comme vous voyez ici. Et donc, ce qui est bien démontré, c'est que le pire des cas, évidemment, c'est la nuit blanche.
c'est la privation totale de sommeil. Et là, on observe une diminution de la vigilance, un ralentissement cognitif, une baisse de la tolérance à l'exercice, la performance aérobie et une augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort pour un effort de même intensité lorsqu'on est privé de sommeil par rapport à lorsqu'on a un sommeil normal. Ce qui n'est pas étonnant. Alors sur les troubles du sommeil chez les sportifs, il y a des symptômes d'insomnie qui sont plus fréquents chez les sportifs de haut niveau, avec une vulnérabilité qui va être plus marquée en période de compétition, en période où la charge d'entraînement elle est élevée, ou alors suite à des voyages long courriers, où on va changer de fuseau horaire. Et on a aussi une prévalence plus élevée d'un trouble du sommeil qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil chez les joueurs de sport à contact, donc le football américain, le rugby et le hockey sur glace. Et donc le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une pathologie respiratoire au cours de la nuit où on a des pauses respiratoires, on s'arrête de respirer plusieurs fois par heure et donc tout au long de la nuit. Alors une étude intéressante qui a été publiée il y a quand même quelques années, qui était sur les effets de l'extension de sommeil sur la performance de joueurs de basket de niveau collégial américain, donc NCAA, qui a montré que lorsque on propose une extension de sommeil à ces joueurs de basket, on a une amélioration de différents marqueurs de la performance. Donc le protocole se déroulait de cette façon. Il y avait une première phase où on laissait dormir les sportifs comme d'habitude, sans modifier leurs habitudes de sommeil. Et sur une deuxième phase, pendant 6 semaines, ils avaient la consigne d'essayer de rallonger leur durée de sommeil et de passer 10 heures par nuit au lit. Et donc là, vous voyez que sur la phase d'extension de sommeil, ils sont arrivés plutôt à 8h30, ce qui est déjà pas mal plus que 6,7 heures. Et les résultats sur les différents tests de performance, il y avait une amélioration du temps lors d'un effort de sprint, il y avait une amélioration de l'adresse au shoot à 3 points de quasiment 10%, et une diminution de la somnolence diurne et du temps de réaction. Donc ça, simplement en modifiant la durée de sommeil de ces jeunes basketteurs. Donc là, si on regarde ces durées de sommeil, ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est peut-être pas que l'extension de sommeil, c'est aussi le fait que là, ils sont plutôt en privation de sommeil, et là, ils dorment suffisamment. Et c'est juste de corriger la durée de sommeil qui va améliorer la performance. Alors, on va parler un petit peu de recommandations pratiques maintenant, et de stratégies d'optimisation du sommeil. Alors, pour poser un peu le cadre, vers qui se tourner pour demander des recommandations. Alors moi, je vais beaucoup m'appuyer sur une position de consensus d'experts qui a été publiée en 2021 et qui réunit un certain nombre de chercheurs et de spécialistes du sommeil, de médecins au niveau international, et aussi les recommandations d'une société savante française qui s'appelle l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Mais on peut quand même aussi poser la question à ChatGPT et voir ce qu'il nous dit. Et c'était le cas d'un article qui a été publié il y a quelques semaines dans la revue Sports Medicine avec un titre assez provocateur. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Une évaluation d'experts, des LLM, pour donner des recommandations sur le sommeil et sur le jet lag, le décalage horaire, chez des athlètes. Et c'est un article assez intéressant puisque, voilà, si vous testez, vous demandez à ChatGPT de vous dire j'aimerais bien dormir mieux, je suis étudiante à la fac, voilà, je fais un peu de sport, etc. Eh bien, voilà. Donc là, vous avez les 10 questions qui ont été posées et qui sont des questions assez classiques avec le sommeil. Donc, je vais me focaliser sur le sommeil, pas sur le jet lag. Quelle quantité de sommeil est-ce qu'un sportif devrait viser par nuit ? Quelles sont les variables clés qui vont impacter négativement le sommeil ? Quelles sont les potentielles conséquences d'un sommeil inadéquat sur la performance athlétique, etc., etc. Et globalement, les résultats de l'étude, c'est que sur les recommandations de sommeil, donc ils ont comparé ChatGPT 4, 3.5 et Google Bard, et que globalement, sur les recommandations de sommeil, ChatGPT performait quand même assez bien. Qu'il y avait globalement des réponses qui étaient appropriées dans quasiment la moitié des cas. Et ce qui manquait le plus, finalement, c'est qu'il n'y avait pas assez d'informations. Il n'y avait pas des informations erronées, mais ça manquait un petit peu d'informations. Peu de pas mistake, mais d'erreurs et de off-topic. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc moi, je ne vais pas vous donner les recommandations de ChatGPT, mais c'était un peu provocateur et je trouvais l'article intéressant. Donc, on va quand même
voilà, poser la question à notre position de consensus d'experts, sachant que donc, les réponses là, ici, étaient évaluées par 10 experts de sommeil. Et probablement, donc là, vous voyez, il y a Shona Alson, qui est une chercheuse en Australie, qui se retrouve là. Donc je pense que globalement, dans les experts qui ont évalué les réponses de l'IA sur le sommeil, on retrouvait un certain nombre de ces personnes. Donc quand on parle de recommandations sur le sommeil pour le sportif, on arrive à des recommandations voilà, qui sont... première recommandation, c'est sur le sommeil nocturne. On retrouve ce 7 à 9 heures chez les adolescents, 8 à 10 heures. Et que globalement, les experts, à ce stade, on n'a pas la preuve pour dire que les sportifs ont besoin de plus dormir que la population générale. Mais on spécule, et on spécule très fort, hein, que probablement les sportifs doivent dormir plutôt sur la fourchette très haute, hein, 7 à 9 heures, donc plutôt le 9 que le 7, voire même un peu plus. La sieste, ça peut être quelque chose d'intéressant hein, pour booster la vigilance, mais aussi, on va voir, pour remplacer, en tout cas pour complémenter du sommeil nocturne qui est insuffisant en qualité, et la pratique d'une bonne hygiène de sommeil, et ça, on y reviendra. Alors la sieste, c'est bien, hein, la sieste, c'est important. Vous voyez ici une belle figure sur les effets de la sieste, issue d'une méta-analyse où vous avez sur une fenêtre de sieste idéale, qui est plutôt en début d'après-midi, des effets sur la performance physique, cognitive, etc. Donc chaque flèche, c'est une étude qui a montré un effet. Vers le haut, c'est positif. Là, c'est pas d'effet. Et vers le bas, c'est un impact négatif. Et là, on va éviter de faire la sieste un peu trop tard, parce qu'évidemment, ça va impacter notre sommeil nocturne. Donc, comment on fait la sieste? Eh bien, idéalement, on la fait en début d'après-midi. Elle dure entre 15 et 30 minutes. Et il ne faut pas oublier de prévoir un petit temps d'inertie, un petit temps pour vaincre l'inertie après la sieste. Donc globalement, si vous avez un test de VMA à faire et que vous faites la sieste de 13 à 13h15 et vous devez être sur le stade à 13h30, ça va être un peu difficile de se mettre en mouvement. Si le sommeil nocturne est insuffisant, là, on peut aller jusqu'à 60-90 minutes de sieste, toujours dans cette... on va dire, fenêtre idéale pour éviter d'impacter le sommeil nocturne. Alors, une autre recommandation pour le sportif, c'est de s'entraîner et de dormir en lien avec son chronotype. Donc, on a des questionnaires et puis on a aussi des moyens d'évaluer si on est plutôt du matin ou plutôt du soir. D'accord ? Et idéalement, dans un monde idéal, il faudrait qu'on puisse dormir en fonction de son chronotype. Si on est couche-tard, il faudrait qu'on ait la possibilité de se coucher tard et qu'on puisse du coup dormir suffisamment. Mais évidemment, la société fait que quand il y a cours à 8 heures et qu'on est couche-tard, forcément notre nuit va être raccourcie. Et c'est un grand sujet très important, notamment pour les adolescents, où on sait qu'à l'adolescence, on va avoir un shift. Les adolescents deviennent plutôt du soir et forcément, les rythmes qu'on leur impose avec des heures de lever pour le collège, pour le lycée, qui sont très tôt, font que les adolescents sont privés chroniquement de sommeil toute leur adolescence, avec tous les impacts que ça peut avoir sur leurs apprentissages, leur santé, etc. Et donc, ça fait des années que les pédiatres aux États-Unis militent pour repousser l'heure de démarrage des cours pour les adolescents. Et ça commence à bouger en France. Donc ça, c'est un article publié au printemps dernier. C'est une chercheuse à Lyon qui s'appelle Stéphanie Maza, qui travaille sur le sommeil de l'adolescent spécifiquement, et qui a réussi à mettre en place, en tout cas qui milite pour décaler l'heure de démarrage des cours à 9 heures, pour permettre aux adolescents de cumuler suffisamment de sommeil. Et il y a déjà des collèges qui ont fait des essais avec ce décalage des heures, de l'heure de démarrage, et avec des effets bénéfiques, bien sûr, qui sont déjà bien observés. Alors, elle, c'est beaucoup axé sur la performance cognitive, hein, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Alors, les objets connectés, on en a déjà parlé, hein, mais dans les recommandations, c'était précaution avec l'utilisation des objets connectés chez le sportif, à utiliser avec parcimonie et voir en fonction du profil des sportifs, puisque, effectivement, il y a du bénéfice, hein, il y a du bon de ces objets connectés pour le suivi du sommeil du sportif. Ce qui est moins bien, c'est la précision de la mesure, qu'on a du mal à vraiment savoir, et notamment là où il y a les différences les plus importantes sur la mesure du sommeil, pour les montres qui vous donnent des stades de sommeil, par exemple, là où ils sont le moins bons, c'est sur le sommeil profond.
où là, il y a une grande variabilité de ce que mesure la montre et de la réalité. Et souvent, c'est ce qu'on regarde, parce que j'ai eu du sommeil profond cette nuit. Ben non, mince. Voilà. Et ce risque d'orthosomnie qui peut apparaître chez des profils un peu à risque. Alors, l'hygiène de sommeil. L'hygiène de sommeil, c'est quoi? C'est toutes ces modifications comportementales qu'on peut mettre en place pour améliorer notre sommeil. Donc, on peut représenter une partie de l'hygiène de sommeil sur une horloge, hein, avec différents on va dire, mesures comportementales qu'on peut mettre en place, que ce soit les écrans, les repas, l'alcool, l'activité physique et la caféine. Donc, la première recommandation, c'est les écrans. Alors, la recommandation, c'est quoi? C'est la mise en place d'un couvre-feu électronique 1 heure avant le coucher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couvre-feu électronique? C'est on coupe les écrans minimum 1 heure avant le coucher. Pourquoi est-ce que les écrans, c'est problématique? Eh bien, les écrans, vous savez, ça émet de la lumière bleue. Et cette lumière bleue, elle va être perçue par des récepteurs dans la rétine qui envoient un message à notre horloge biologique et qui va décaler la sécrétion d'une hormone qui est la mélatonine, qui est nécessaire à l'endormissement et à la consolidation du sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas des écrans, si on ne regarde pas Netflix ou qu'on ne révise pas nos cours, bien sûr, c'est plutôt ça que vous faites avant de vous coucher, c'est qu'on va privilégier des activités de détente qui vont permettre de préparer l'organisme au sommeil. Pour les repas ou l'alimentation, sur le repas du soir, c'est de l'espacer à environ 2 à 3 heures avant le coucher, d'éviter un repas qui est trop lourd, trop gras, la digestion va, on va dire, entraver le sommeil, et ou un repas trop léger, où là, à l'inverse, on se réveillerait avec une fringale nocturne. L'alcool, là, c'est 3 heures avant le coucher, donc ça peut être plus ou moins difficile en fonction des situations. Sachant que l'alcool, ça a une action sédative, c'est-à-dire que lorsqu'on a consommé un verre d'alcool, on va s'endormir plus facilement. Par contre, le sommeil, une fois qu'on est endormi, on a un sommeil qui est complètement instable, avec des réveils nocturnes fréquents et une diminution du temps de sommeil paradoxal qui est assez marquée avec la consommation d'alcool. Donc même si on a cette impression d'un endormissement facile, le sommeil il est quand même très déstructuré et absolument pas récupérateur. La caféine et le sommeil, eh bien, la recommandation, c'est d'éviter la prise de caféine jusqu'à, en moyenne, 8,8 heures avant de se coucher, ce qui veut globalement dire de bien espacer sa consommation de caféine du coucher, donc plutôt un dernier café en début d'après-midi. Et alors, les études qui sont intéressées à la consommation de caféine et le sommeil montrent une diminution moyenne de la durée de sommeil qui peut être jusqu'à 45 minutes, une augmentation de la latence d'endormissement, donc on met plus de temps à s'endormir, et on a plus d'éveil au cours du sommeil. Après, on a tous une sensibilité différente à la caféine, donc certains vont dire « je bois un café avant de me coucher, ça ne m'empêche pas de dormir ». Voilà. Après, les recommandations sont là, les études expérimentales montrent que quand même, il y a un impact sur le sommeil. L'activité physique. Alors, les recommandations, c'est faire de l'activité physique, puisque 30 minutes par jour, ou si on prend les recommandations de l'OMS, 150 minutes par semaine. L'activité physique, c'est un synchroniseur très puissant de l'horloge biologique. Donc, ça va impacter notre quantité, notre qualité de sommeil. Pour le sportif, le fait d'utiliser l'activité physique comme synchroniseur des rythmes biologiques, ça peut permettre de se préparer à un changement de fuseau horaire, hein, donc en décalant les entraînements tôt le matin ou en début d'après-midi. Par contre, chez le sportif, quel est l'impact d'une pratique sportive tard le soir? Ça ne va pas vous étonner que globalement, si on compare, donc ça c'est des joueurs de Ligue 1 de football, où là vous avez l'heure du coucher et l'heure de sommeil total sur un jour d'entraînement et un jour de match. Donc l'heure de coucher, un jour d'entraînement, globalement entre 23h30 et minuit et demi. Et le soir d'un match, là, les footballeurs vont se coucher entre 1h30 et jusqu'à 3h du mat. Alors lui, il n'a pas dû jouer parce qu'il s'est couché avant tout le monde. Et donc ça, c'est sur l'heure de coucher. Et le temps de sommeil, pareil, on a une diminution très marquée du temps de sommeil total le soir d'un match. Donc clairement, les matchs
de sport professionnel qui se déroule à 21h le soir, c'est pour que les personnes puissent regarder à la télé. On est content de regarder un match le soir. Mais pour les sportifs eux-mêmes, c'est un impact très délétère sur leur sommeil. Alors, quand on parle d'activité physique et de l'impact d'une activité physique pratiquée en soirée sur le sommeil, donc ça, c'est un petit peu débattu. On entend, je ne sais pas ce que vous avez déjà entendu sur le sujet, mais les recommandations de l'INSV, en France ici, c'est pratiquer une activité physique régulière pour un bon fonctionnement de l'horloge biologique, mais arrêter de préférence 3 à 4 heures avant de coucher. Bon, ça, c'est toujours un message que j'essaye de déconstruire, donc je pense que probablement vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, enfin j'espère. Il y a des belles études qui ont permis de quand même démontrer que l'activité physique le soir, que l'impact de l'activité physique le soir n'a pas un impact si délétère que ça sur le sommeil. Je vais voir. Je tousse pas tant que ça, ça va mieux. Là, c'est une belle étude qui a été faite par une équipe de Caen où ils ont pris 16 participants. Alors souvent, les études, c'est chez des personnes plutôt jeunes, plutôt en bonne santé. Pardon. Ils ont fait un exercice de 30 minutes à 22 heures et ils sont couchés à 23 heures. Je vais reboire parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je vous laisse regarder le tableau. Et ce qu'ils ont montré, c'était que finalement, il y avait une baisse de l'efficacité de 2 à 3%, diminution du temps de sommeil de 6 à 12 minutes. C'est pas grand-chose quand même. Et ça a été repris par la presse. TF1, qui dit « Faire de l'exercice en soirée empêcherait de bien dormir ». Voici, grande source de presse, bien dormir, une étude française révèle que la pratique du sport est contre-indiquée. Donc là, c'est quand même toujours c'est toujours ce qui me surprend, c'est cette capacité de la presse à déformer quand même ce qu'a dit l'étude. Et là, vous avez finalement, là c'était une étude dans Féminin, je ne sais plus quelle revue, la version, c'est voilà, bref, une autre, où là ils ont dit, sommeil, non, la pratique d'un exercice physique en soirée n'empêcherait pas de bien dormir. Et là, vous avez une citation d'un collègue, Nicolas Bessot, qui dit qu'effectivement, l'efficacité n'est réduite que 2%. Donc pour ceux qui n'ont pas le choix, qui peuvent faire de l'activité physique en soirée, il vaut quand même mieux pas dire éviter l'activité physique en soirée. Et globalement, ce qui va surtout impacter, c'est l'intensité de l'activité physique et à quel point c'est proche de l'heure de coucher. Et avec toujours cette variabilité interindividuelle, avec certaines personnes qui vont être plus susceptibles à avoir un sommeil impacté que d'autres. Donc ça a été repris également par une autre équipe, une équipe lyonnaise, où ils ont fait une étude avec des jeunes en bonne santé également, avec un exercice pratiqué le soir juste avant le coucher, et globalement, peu d'effets sur l'architecture du sommeil. Donc là, ils ont aussi mesuré les stades de sommeil, et finalement, pas trop d'effets d'un exercice pratiqué le soir versus un exercice pratiqué le matin. Donc c'est plutôt rassurant. Alors, l'environnement de sommeil, si on veut bien dormir, il faut une chambre qui soit réservée au sommeil, plutôt obscure, au calme, fraîche, donc entre 18 et 20 degrés, ce qui peut être plus ou moins, un défi plus ou moins important en fonction de là où on habite et des conditions climatiques. Il y a des études qui s'intéressent à de la literie thermorégulatrice, donc ça c'est des études qui ont été faites à l'INSEP, où sur des joueurs de rugby et ou des coureurs à pied, on a testé l'utilisation d'un surmatelas thermorégulateur. Donc c'est quelque chose qui vient se placer sur le matelas et qui va augmenter les capacités de thermorégulation au cours de la nuit, qui vont éviter que la température centrale qu'elle reste trop élevée, ce qui peut impacter l'endormissement et le sommeil, et avec des résultats pour le moment qui ne sont pas très francs, mais qui montrent quand même une légère amélioration du sommeil. Après, il y a pas mal d'études récentes sur la cryothérapie, la cryostimulation et la qualité de sommeil. Donc là, c'était sur des nageurs en période d'entraînement intensif. Et la cryothérapie pratiquée le soir avant le sommeil permettait d'augmenter la quantité de sommeil profond, d'améliorer un score de bien-être et de diminuer aussi l'inflammation, donc la protéine C réactive. Sur les recommandations, évidemment, vous n'êtes pas surpris que la régularité sur l'hygiène de sommeil, ce fait de maintenir des horaires de coucher et de lever réguliers avec
moins d'1 heure de différence entre la semaine et le week-end, idéalement. Et ça peut être difficile. Hein. Y a même un nom pour ce décalage qu'on a entre le sommeil de la semaine et le week-end qui s'appelle le jet lag social. Donc ça fait partie des recommandations pour avoir un sommeil qui soit de qualité. Dans cette feuille de route interministérielle, publiée cet été, ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'était qu'ils ont rajouté 4 recommandations qui n'étaient pas dans les 10 que je vous montrais avant, et qui sont toutes en lien avec l'activité physique. Consacrer au moins 2h30 d'activité physique par semaine pour un bon sommeil. Interrompez aussi fréquemment que possible les longues périodes en position assise, donc rompre la sédentarité pour le sommeil, utiliser le vélo, la marche le plus possible pour vous déplacer et privilégier l'utilisation des escaliers. Donc globalement, augmentez votre niveau d'activité physique en journée et vous allez mieux dormir. Et là, globalement, on ne voit plus ce message sur éviter l'activité physique le soir, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors avant de conclure, je voulais vous montrer cette figure qui est assez intéressante sur un modèle, ce qu'on appelle le modèle socio-écologique du sommeil. On va retrouver au centre ici la santé du sommeil et tout ce dont on a parlé ce soir, hein, l'importance de la durée, mais aussi de la régularité, du timing, à quelle heure on se couche, du fonctionnement en journée, de la satisfaction vis-à-vis de son sommeil, de la continuité, et tout ce que ça peut impacter sur la santé. Et on sait que le sommeil, ça va dépendre de facteurs individuels, que ce soit nos croyances, nos attitudes, nos comportements, nos choix de santé. Hein. On choisit de se coucher à une certaine heure. Mais au-delà des facteurs individuels, il y a aussi les facteurs sociaux, donc où on habite, notre famille, l'école, le travail, le quartier, etc., qui va impacter notre sommeil. Et il y a des belles études qui ont été publiées là-dessus, hein, qui montrent que lorsqu'effectivement on habite dans un logement où il y a du bruit, c'est mal insonorisé, évidemment, pas de clim, etc., on va avoir un sommeil de moins bonne qualité que quelqu'un qui habite à la campagne, dans une maison où il fait bien noir, etc. Et qu'en plus de ça, on va avoir tout ce qui va être au niveau sociétal, avec la globalisation, et évidemment, on a aussi l'impact du réchauffement climatique, et là j'en ai pas beaucoup parlé, hein, mais du réchauffement climatique sur l'altération du sommeil, et plus on avance dans le temps, plus ça va s'aggraver sur l'impact délétère sur le sommeil. Donc pour conclure, j'aime bien cette citation, alors je ne l'ai pas traduite parce que je trouve qu'elle est mieux en anglais. Le sommeil, c'est la chose la plus efficace qu'on peut faire pour on va dire remettre à zéro notre santé cérébrale ou mentale et physique tous les jours. Donc c'est quand même un outil très puissant, hein. C'est un déterminant majeur de la santé, de la performance. Des leviers sur lesquels on peut jouer pour améliorer le sommeil, c'est l'activité physique, on l'a vu un petit peu rapidement à la fin, mais aussi l'hygiène de sommeil. Et promouvoir un sommeil de bonne qualité, c'est agir à la fois sur la prévention, sur la performance, mais aussi la santé et le bien-être. Voilà. Je crois que j'ai appuyé. Merci. On va se faire un petit temps de questions. Je vais me balader avec le micro. Fabrice. Merci Monique pour cet exposé d'une grande clarté, très pédagogique pour vous les étudiants d'ailleurs. Je pense qu'on est tous impatients d'aller dormir ce soir, enfin pour ma part en tout cas, retrouver le sommeil paradoxal. Et donc je voulais revenir un peu sur le sommeil phasique. Tu en as parlé, cette partie qui peut être peut-être délétère pour certains. On parle même de sommeil de politicien pour ceux qui font de la politique et qui dorment de manière intermittente. Moi, je pense aux navigateurs, parce qu'en fait, l'organisation du sommeil, elle est fortement tributaire de l'activité, de la discipline et du niveau de pratique, bien évidemment, dans la discipline. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur l'architecture de sommeil d'un navigateur de très haut niveau, en fait ? On a quelques données, j'imagine, là-dessus, et comment il s'organise et comment il récupère après un long mois de navigation. C'est surtout ça aussi, puisque le sommeil, paraît-il, est donc promoteur de santé et de bien-être.
Ouais, c'est bon. Donc le sommeil des navigateurs, c'est super intéressant. J'ai des collègues qui travaillent spécifiquement là-dessus. Hein. Alors, effectivement, la difficulté des navigateurs, c'est qu'ils ont des fenêtres temporelles très courtes où ils peuvent aller dormir. Et si je vous dis là maintenant, vous allez dormir, vous faites 20 minutes de sieste, c'est pas évident de se mettre en sommeil de manière, on va dire, planifiée. Enfin, et justement, le problème, c'est que c'est pas toujours planifié. Ils ont des fenêtres de sommeil très précises. Et donc, il y a toute une optimisation de l'environnement de sommeil. Donc là, j'ai pas de photos, mais ils ont maintenant des super lits, etc., dans leur cabine, où vraiment, il y a tout qui est fait pour que l'environnement de sommeil soit le plus propice à l'endormissement. Et c'est aussi, quelque part, alors ils ne s'entraînent pas à dormir en sommeil phasique, mais c'est quelque chose qui s'apprend, hein, d'être capable de tout éteindre et de dire j'ai 20 minutes, il faut que je dorme. Donc il y a quand même une préparation à ça. Pour revenir au début de ta question sur le sommeil polyphasique, c'est que vous avez vu que l'organisation du sommeil au cours d'une nuit, elle est différente. C'est-à-dire qu'en début de nuit, on va cumuler plus de sommeil profond et en fin de nuit, plus de sommeil paradoxal. Et donc sur du sommeil phasique, on ne va pas nécessairement, sur 24 heures, avoir la répartition, entre guillemets, idéale des différents stades de sommeil. Et donc ce sommeil fragmenté, hein, découpé au cours du 24 heures, eh bien, il ne va pas être récupérateur de la même manière qu'un sommeil nocturne bien aligné, quoi. Donc effectivement après une période de navigation, il y a une période où les navigateurs vont se remettre de cette période de sommeil, on va dire, fragmenté, qui est de durée variable, quoi. Ouais. Ouais, ils sont en privation de sommeil pendant le temps de leur navigation, hein. Et donc, pour récupérer d'une dette de sommeil, alors il y en a qui disent qu'on ne récupère jamais d'une dette de sommeil, c'est-à-dire que la dette, on va pas récupérer. On va dire, les heures, on les a perdues, on peut pas les récupérer. Mais récupérer, on va dire, physiquement, de cette dette de sommeil, ça prend du temps. Et c'est variable en fonction des individus. Question ? Levez la main. Arnaud. Bonsoir. Ça marche ? Ouais. Merci pour votre présentation. J'avais 2 questions. Au début de votre présentation, vous avez évoqué la prévalence plus importante de l'apnée du sommeil dans les sports de contact. Je demandais, est-ce que c'est plutôt des apnées du sommeil obstructifs liés à leur corpulence ou plutôt centraux liés à des traumas crâniens répétés ? Et j'enchaîne sur la deuxième ou vous voulez déjà répondre ? Peut-être on coupe, comme ça. D'accord. Donc très bonne question. Vous devez bien connaître le sujet parce que vous avez déjà donné pas mal d'éléments de réponse. Donc effectivement, dans ces sports de contact, football américain, rugby et hockey sur glace, on a une prévalence plus élevée, plutôt d'apnée obstructive du sommeil, liée à la corpulence et souvent très très nettement, il y a une relation entre le tour de cou et la prévalence d'apnée obstructive du sommeil. Et c'est assez intéressant dans le football américain, puisque pour ceux qui connaissent un peu ce sport, les joueurs défensifs sont plutôt très costauds et les joueurs offensifs sont beaucoup plus, on va dire, athlétiques et donc ont une corpulence assez différente. Et la prévalence, elle va être plus élevée chez les joueurs de la ligne défensive que la ligne offensive. Et ça, c'est directement lié à, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien l'apnée du sommeil, hein, c'est un collapsus des voies aériennes supérieures au cours du sommeil. Et donc lorsqu'on a un tour de cou élevé, et donc une accumulation souvent de graisse autour du cou, ça va venir, on va dire, créer une pression sur les voies aériennes. Et lorsqu'on passe en position allongée la nuit, on a un collapsus qui est plus marqué, on a plus de tendance à avoir un collapsus des voies aériennes et donc plus d'apnée du sommeil. Et sinon, pour la deuxième partie de ta question, effectivement, il y a un lien aussi entre commotion cérébrale et apnée du sommeil. Et c'est un peu moins clair, mais tu l'as bien évoqué, souvent c'est plutôt des apnées centrales, qui là c'est plutôt un défaut de signalement du centre respiratoire au cours du sommeil, potentiellement lié à la prévalence de commotion cérébrale dans ces sports.
D'accord, merci. Et j'avais une autre question. Vous avez parlé plutôt vers la fin de la présentation de l'hygiène du sommeil et du fait qu'il fallait se sevrer des écrans, je crois, 1 heure avant l'endormissement. On a tous sur nos téléphones des filtres à lumière bleue. Quelle est leur efficacité? Alors, des filtres ou tu veux dire juste un truc pour baisser la luminosité? Ouais, je crois que même, il me semble qu'il y a des filtres à lumière bleue. Ouais. Ok, Ouais. après maintenant il y a des lumières anti-lumière bleue. Et alors les filtres sur les téléphones spécifiquement, je connaissais pas. Mais c'est vrai que baisser la luminosité et ou appliquer ces filtres et ou mettre les lunettes, ça diminue l'effet de la lumière bleue effectivement, donc c'est des choses intéressantes à mettre en place. Après, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas abordé, c'est qu'est-ce qu'on fait sur son écran avant de se coucher. Et là, clairement, c'est ce qu'on fait de son écran qui va aussi impacter le sommeil. Est-ce qu'on est en train de faire un jeu interactif? Est-ce qu'on échange avec quelqu'un et on attend une réponse, donc on pose le téléphone, on le reprend, etc. Est-ce qu'on regarde un film un peu ennuyant et on s'est endormi? Donc il y a tout ça qui va aussi jouer sur l'endormissement, qui n'est pas directement lié c'est plutôt lié à l'éveil physiologique, pardon, aux effets spécifiques de la lumière bleue sur le sommeil. Mais effectivement, ces outils sont intéressants. Voilà. D'accord, merci. Bonsoir et merci pour la présentation. Moi, j'aurais une petite question par rapport à un sportif qui applique les recommandations et qui fait par exemple une nuit blanche. Jusqu'à quel jour, combien de jours il pourrait être impacté dans les futurs jours? Sa performance, sur la par exemple. performance. Eh ben ça on ne sait pas trop. C'est très variable d'un individu à l'autre, mais on a tous déjà entendu parler d'un sportif qui a dit j'ai pas dormi de la nuit, mais qui a fait une super performance. Donc c'est pas, faut aussi parfois modérer son discours avec les athlètes, donc leur dire que le sommeil c'est important, mais que c'est pas une mauvaise nuit qui va faire en sorte que on va faire une contre-performance. Voilà, donc voilà. Et sinon, pour répondre à ta question, combien de temps ça impacte, ça dépend de. Voilà, si on a vraiment une mauvaise nuit et que en journée on arrive à faire une sieste, le lendemain on a de nouveau une nuit entre guillemets normale, bah globalement on récupère assez vite. Après, si on a des mauvaises nuits, plusieurs nuits d'affilée, c'est là où c'est plus problématique. D'accord, merci. J'en ai une petite, le temps du déplacement pour Mathieu. Moi, je me souviens à une époque qu'on disait que, d'ailleurs, j'avais participé à une étude à Saint-Étienne là-dessus, tu pouvais ne pas dormir pendant 24 heures et autant ta performance, ta VO2, ton activation centrale, tous les paramètres physio, ça bougeait pas du tout. Et en fait, les gens, ils étaient juste moins bons parce qu'ils percevaient l'effort comme étant plus dur. Donc, augmentation du RPE. Ouais. Et en fait, cet effet-là, il était supprimé quand tu allais sur 2 nuits de privation de sommeil à partir de 48 heures. Mais juste une nuit, en fait, d'un point de vue physio, j'ai l'impression, alors ce que je te dis, ça date de 2013, donc je suis pas à jour. Est-ce que tu as sur les facteurs qui font qu'on est moins performant? Alors oui, il y des a idées. Ouais, il y a des études dans cette méta-analyse quand même. Globalement, la performance était abaissée avec une nuit de privation de sommeil. Donc après sur la VO2 c'était moins marqué, mais sur d'autres marqueurs. Alors sur le fait de 48 heures, je me rappelle en plus de cette étude, mais je pourrais pas trop l'expliquer. Ouais. Mais c'est effectivement très lié à une augmentation de la perception de l'effort qui est beaucoup plus marquée en situation de privation de sommeil. Bonsoir, merci pour l'exposé, c'est passionnant. Sur l'étude sur les matchs de foot le soir, etc., est-ce qu'il n'y a pas un facteur confondant qui est l'adrénaline liée au match? Parce que en fait, quand tu fais un match, tu ressasses des choses. Enfin, t'as pas envie de dormir en fait. Pas seulement à cause de l'effort physique, mais à cause d'autres facteurs confondants. Et si j'extrapole un peu, le facteur adrénaline, est-ce qu'il est étudié pour le sommeil? Parce que même quand je lis un truc sur le téléphone, bon, des fois il y a des trucs qui servent à rien, mais des fois il y a des choses qui t'as envie d'explorer des idées. Et t'es limite à prendre une décision. Je vais peut-être me coucher dans 3 heures pour réfléchir à quelque chose, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'adrénaline. Voilà, c'est ça ma question. Alors, c'est très lié aussi à l'activation du système nerveux sympathique, qui est en soi indirectement lié à cette sursécrétion adrénergique. Donc oui, il y a des choses après sur des dosages spécifiques d'adrénaline avant le sommeil. Ça, j'en ai moins. Enfin, je connais moins les études là-dessus, mais c'est clairement cet éveil
lié à la pratique sportive qui va impacter le sommeil. Mais là, les endormissements, c'était quand même très à distance du match. Donc, c'est qu'effectivement, même à la fin du match, il y a un temps important avant qu'il s'endorme. On fait encore deux questions, Thierry, et peut-être une petite dernière. Oui, merci Monique pour la bonne présentation. Là, pour rebondir, il y a peut-être aussi chez les joueurs de football professionnels l'excès de caféine durant les matchs. En tout cas, ça a été bien étudié sur Liverpool. Donc, ça peut répondre à... Ça le retarde et c'est une grosse problématique, surtout qu'ils jouent 2-3 matchs semaine. Donc, forcément, ça impacte la récupération. Donc, récupération, sommeil, fortement lié. Et la nutrition. Il n'y a pas eu de présentation abordée, peut-être par manque de temps, de la nutrition et son impact délétère ou éventuellement potentialisé sur le sommeil. Alors j'ai pas trop, j'avoue que j'ai un peu botté en touche sur la nutrition. C'est pas une thématique que je maîtrise beaucoup, mais il y a de la littérature sur le rôle, par exemple, du tryptophane, qui est un acide aminé, sur le sommeil. Donc il y a des aliments riches en tryptophane, comme les bananes. À un moment, il y avait des études sur un jus de cerise. Je ne sais pas si tu connais, où là, il y avait ces aliments-là qui sont riches en tryptophane peuvent favoriser le sommeil et donc peuvent être des adjuvants, des moyens aussi intéressants d'optimiser le sommeil. Tu pensais à ça ? Oui, en effet, il y avait le jus de cerise, il y a le kiwi. Le kiwi aussi, ouais. Il y a le lait, le lait de vache, j'entends. Ouais. Et ensuite, c'est pareil, on parle de récupération. Quel type de protéines, et il y a des protéines qui vont altérer ou au contraire potentialiser le sommeil. Donc c'est juste pour savoir si tu avais des informations sur ce point. Pas tant, c'est pas trop bon. Merci. Bon, on a un spécialiste, mais Oussama, qui est pas là justement là-dessus. Et on a Maïtena aussi qui fait un peu sa thèse là-dessus sur les interactions. Donc si vous voulez des infos, on pourra parler de ça un peu plus tard. Quelqu'un a une dernière question ? Là, t'es loin. Oula, il y a plein de questions. Allez, les 3 dernières, là, les questions courtes. Alors, Maïtena, et puis après, au fond, tous les deux. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, pendant la présentation, vous avez parlé de l'efficience du sommeil et vous avez parlé de 95%. Oui. Du moins, dans toutes les études que je vois, ils recommandent plutôt du moins 85 au minimum. Du moins, si c'est en dessous, là, ils parlent d'une mauvaise qualité de sommeil. Ouais. Mais comment vous avez trouvé 95 alors le 95, ça vient d'un bouquin sur le sommeil, Yves Dauvilliers. J'avoue que j'ai pris la diapo d'un collègue médecin du sommeil, donc je lui fais entièrement confiance. Mais c'est vrai qu'on parle souvent plutôt, j'ai aussi en tête ce seuil de 85%, qui est... alors peut-être c'est 95% sur des études, sur des mesures par polysomnographie. Où là, forcément, la période de sommeil, elle est pour un examen de polysomnographie, on va démarrer l'enregistrement au moment où la personne dit qu'elle va s'endormir. Donc, on va être sur des périodes de sommeil, des temps passés au lit qui sont beaucoup plus courts et donc potentiellement une meilleure efficacité. Mais c'est une bonne question. Ok, merci. J'avais une petite question. Pardon, désolée. En fait, vous avez parlé d'une étude où il y avait le temps qui désirait dormir. Oui. Par rapport au temps qu'ils passaient réellement à dormir. Est-ce que dans l'étude, ils avaient, on leur avait posé la question de pourquoi ils ne réussissaient pas à atteindre ces recommandations-là ? Est-ce qu'il y avait des raisons sociales ? Est-ce qu'il y avait des entraînements mentaux ? Alors là, c'était clairement de mémoire juste une étude quanti. Combien vous dormez et combien vous souhaitez. Enfin, si en cas idéal, combien de temps vous souhaiteriez dormir. Et globalement, souvent les contraintes, mais dans la discussion, ils évoquaient les raisons, et c'est tout ce qui va être tout ce qu'on avait vu sur la figure en rond, ce qui peut perturber le sommeil d'un athlète, donc les entraînements tard le soir, tôt le matin, les contraintes professionnelles, etc. Quand on n'est pas sportif de haut niveau professionnel et qu'il faut quand même travailler ou étudier, on a ces contraintes-là qui font qu'on n'arrive pas à accumuler le sommeil vraiment dont on aimerait et dont on pense en avoir besoin. Ok, ça marche. C'était juste pour savoir si jamais il y avait une raison qui ressortait plus que les autres. Pas de mémoire, ouais. Okay, ça marche. Merci. Allez, on se fait les 2 dernières et après on est bon. Vous nous avez super bien expliqué l'importance du sommeil chez les sportifs et leur vulnérabilité à avoir des troubles du sommeil, justement.
Et on pourrait se dire qu'une bonne solution, ça serait les somnifères pour réguler tout ça, mais j'ai souvent entendu dire que c'était justement pas une bonne stratégie. Est-ce que vous sauriez nous expliquer pourquoi, justement ? Ouais, alors les somnifères, le problème des somnifères, il est multiple. Premièrement, la dépendance aux somnifères, c'est-à-dire que si on a besoin d'un somnifère pour dormir, globalement, ça marche très bien. Hein. On prend un somnifère, on dort, il n'y a pas de problème, c'est efficace. Par contre, c'est de dire, est-ce que c'est un traitement à prendre au long cours ? Et les médecins de sommeil prescrivent très très peu les somnifères, c'est vraiment dans des cas précis, et sur des durées très 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 restreintes, parce que la dépendance aux somnifères, ça devient problématique, et il y a un certain nombre d'effets secondaires de ces traitements aussi qui vont être délétères. Donc c'est vraiment dans des cas très spécifiques et sur des durées contraintes. Voilà. Bonsoir. Vous avez parlé des recommandations pour le sommeil des sportifs, mais est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire en plus, comme par exemple des exercices de respiration pour améliorer la qualité de sommeil ? Ouais, alors ça c'était, quand j'ai parlé de couper les écrans, j'avais mis aussi qu'on peut pratiquer des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Donc il y a des études qui montrent des effets bénéfiques de des activités, on va dire, de mise au calme avant le coucher sur le sommeil. Donc ça forcément c'est à tester. Et il y a toujours cette particularité dans le sommeil, c'est cette variabilité interindividuelle, ce qui fait que ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Donc c'est à tester. Il y a pas pour le coup, là, il n'y a pas d'effet secondaire à faire des exercices de respiration avant de dormir. Donc c'est intéressant à tester, mais ça peut marcher chez certains et pas chez d'autres. Si, c'est bon. Bon, allez, on va stopper là. Merci à tous. Bonne soirée, bon sommeil.